Ça faisait longtemps. Bonjour à tous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des news sur le site de la Warhammer Community à propos de la Black Library. Ça faisait longtemps, mais on en a trouvé une, eh bien, pas plus tard que hier. Hier, nous étions le 1er novembre. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 2 novembre 2023. Et donc, hier, nous avions eh bien, une news sur la Black Library qui concerne eh bien, le livre Russe Brutal que vous voyez ici en version anglaise, Brutal Cunning, dans une version hardback, donc en dos dur cartonné, et en édition collector, on peut appeler ça comme ça. Alors ça flash un petit peu les yeux, faut être bien réveillé le matin, vert fluo, vert pomme. Qu'est-ce qu'on peut lire dessus? Je vais tout de suite traduire ça grâce à Google Traduction. Donc ils nous disent, nous avons pillé, nous avons looté l'intégralité du premier chapitre de Russe Brutal, vous pouvez le lire ici. Russe Brutal de Mike Brook est une histoire tumultueuse d'orques faisant des choses orquis, faisant des choses d'orques. Dans ce cas, attaquant un monde forge pour ses jouets technologiques brillants. Et il obtient une glorieuse édition spéciale adaptée au personnage de Da McLord. Dans l'esprit du livre, nous avons commencé à looter, et nous avons réussi à looter l'intégralité du premier chapitre des archives de la Black Library. Normalement, les boys ne partagent pas beaucoup, mais Gork et ou Mork ont dit que nous devrions vous laisser y jeter un coup d'œil. Et donc nous avons en dessous eh bien, tout le premier chapitre qui est en anglais, et là je viens de faire la Google Traduction pour l'avoir, sauf que la Google Traduction, elle n'est pas très fidèle. Pourquoi elle n'est pas très fidèle? Parce que, vous le savez, dans les livres orques, et notamment les derniers, ceux de Mike Brooks, eh bien, il y a toute une façon de parler orque qui a été en anglais, donc il y a une façon de parler en anglais, qui a été traduite en français, et donc il y a tout un travail du traducteur pour essayer d'adapter des choses qui, du langage orque, c'est-à-dire des abréviations orques ou des changements de syllabes orques qui se sont faits en anglais et qui doivent se faire en français pour que ça sonne bien. Malheureusement, lorsque on fait une Google Traduction, eh bien, il y a des subtilités de changement de syllabes ou d'argot ou de raccourcis ou de langage orque bien spécifiques qui ne sont pas prises en compte parce que Google Traduction ne fait pas ce travail-là. C'est pour ça encore qu'il existe des traducteurs, donc c'est le métier de voir quelles vont être les meilleures tournures en français pour traduire eh bien, les livres en anglais. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je ne vais pas vous lire bête et méchamment tout ce qui a écrit là, parce que ça serait une mauvaise traduction, mais je vais plutôt, eh bien, puisque je possède le livre en français, je vais plutôt vous lire le premier chapitre. Le premier chapitre, c'est moins d'une dizaine de pages, et on va le regarder ensemble, et je vais vous le lire ensemble, même si j'ai la voix un petit peu fatiguée parce que je sors de maladie. En plus, là, aujourd'hui, c'est la tempête à l'extérieur. Je sais pas s'il y a des choses qui se sont envolées chez vous, mais chez nous, c'est le déluge. Donc, on va lire ensemble eh bien, cette première partie. Et puis, puisqu'elle est disponible sur le site de la Black Library, eh bien, j'ai le droit de la lire en ligne. Ça fait pas partie des choses qui ont un copyright, puisque eh bien, elle a été mise en disponible sur le site. Vous voyez, par exemple, le titre, on va juste faire le lien. Le titre, c'est Une alliance temporaire. Bon, il n'a même pas été traduit, le titre. Je prends par exemple, le première ligne, c'est « Le voyage dans le Warp avait été étrange ». Et sur le site, hop, il est écrit
Cela avait été un étrange voyage à travers le WAP. Donc vous voyez que les traductions sont parfois un petit peu différentes et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus intéressant de lire le livre plutôt que de lire une Google Traduction qui peut être approximative. Donc c'est parti. Disponible sur le site internet de la Black Library, de la Warhammer Community, le premier chapitre de Ruse Brutale de Mike Brooks. Je vous le lis puisqu'il est disponible gratuitement. Une alliance temporaire. Le voyage dans le Warp avait été étrange. Uftak Buzenoir savait fort bien qu'un voyage dans le Warp ne pouvait en aucun cas être normal, car Gork et Mork, avec leur sens de l'humour particulier, aimaient se jouer de leurs boys à l'occasion. Il se souvenait de la fois où, pendant un moment, il avait vu par ses genoux. Sans parler de toutes les bizarreries qu'on est susceptible de croiser dans un Space Hulk. Comme les gros yeux, avec trop de bras, qui cavalent comme un cybergoret dopé au Protox. C'était l'avantage des Space Hulk, on ne s'y ennuyait jamais. Même quand on croyait avoir tout tué à bord, il devait encore certainement en rester dans un coin. Et au pire, même si tout était bien mort, il y avait suffisamment de potos pour se taper dessus entre boys, si on s'ennuyait trop. En l'occurrence, ce voyage-là ne s'était pas fait en Space Hulk, mais dans un vaisseau Zom, dont Uftak et ses boys s'étaient emparés après un abordage. Hull Techno l'avait alors équipé d'un engin qu'il avait baptisé Hull Décapiteur Warp. S'en était ensuivi d'une implosion Warp catastrophique. Apparemment, ce fut une bonne chose. Jusqu'alors, Uftak avait pourtant préféré que les choses catastrophiques arrivent aux autres plutôt que de se les infliger lui-même. Le phénomène avait entraîné dans le Warp non seulement le vaisseau Zom, mais aussi tous les navires orques alentour, et les avait ramenés au point de départ de l'astronef, avant son dernier saut. Ajoutons l'épisode où la plupart des cadavres de l'équipage Zom s'étaient agrégés en une masse de chair et d'acier assoiffé de sang orc, et aussi les divers faciès de Zom hurlants qui couraient sur leurs pattes insectoïdes et crachaient du poison. Mais de toute manière, il fallait bien de quoi divertir les boys pendant le trajet. À présent, il était arrivé à destination, en émergeant du Warp, sans plus que la sensation fugace, chez Uftak, d'avoir le squelette mal placé. Et il fallait voir à quoi ressemblait la destination. « Cette planète est en métal, déclara Mogroth dents rouge en regardant par un hublot. Uftak acquiesça avec sagesse. Avant l'abordage du vaisseau Zom, Mogroth et lui avaient été rivaux, chacun des deux guerriers convoitant la place d'honneur sous les ordres de Bagit Marteau-Kiklak. Grâce à un concours de circonstances impliquant un gros robot, plusieurs décès et une transplantation réussie via des bons soins du doc Drosfang, la tête quasi intacte d'Uftak s'était retrouvée greffée sur le corps décapité et nettement plus massif du surnommé Marteau-Kiklak. Après un bref conciliabule sous forme de coup de boule, Mogroth accepta de se contenter de la fonction de bras droit d'Uftak. Ce qui signifiait certes nullement que ce dernier faisait confiance à Mogroth, mais du moins avait-il la certitude que le dit Mogroth ne tenterait point de le poignarder tant qu'il ne serait pas déjà blessé. « On se croirait chez les mécanos-hommes, dit Uftak.
Le vaisseau mécanosome vient d'un monde mécanosome. Ça me semble normal. Pourquoi qu'ils font ça d'ailleurs interrogera Mogroth. Ils rendent leur planète toute brillante pour montrer qu'il y a des trucs à prendre. Et quand qu'on veut les prendre, ils se fâchent et ils veulent tout tuer. C'est le souci avec les hommes. Ils sont pas logiques, affirma Uftak avec conviction. Chef! L'exclamation venait de l'autre bout de la passerelle où Uftak et ses gars s'étaient installés après avoir balancé les cadavres de feu l'équipage. Uftak faisait les 100 pas sur le pont, l'air distrait, en faisant tourner le marteau qui claque. C'était à l'origine l'arme de Badgit, un engin aussi haut qu'un homme, encore nanti de ses jambes, dont le fer était un marteau électrifié d'un côté et une lame de qui-coupe de l'autre. Il s'était accoutumé à l'instrument, et il avait hâte de le dérouiller. Il avait hâte de dérouiller quelques ennemis par ce moyen. « Quoi » exigea de savoir en arrivant à la hauteur de Defro. L'autre orc désignait quelque chose des doigts qui restait à sa main droite, mutilé lorsqu'un jour il tabassa trop fort un homme avec une frague à manche. « Gâte ça, chef ! C'est pas un des nôtres !» Uftak serra les dents et inspira profondément en voyant un plan de ténèbres irrégulier éclipser les étoiles. Les vaisseaux dont se composait la flotte Wahag, du Mécarque, alias le plus gros des gros mécanos, et qui doublait d'un chef de guerre de plein droit, étaient divers et nombreux. Mais ils étaient familiers à Uftak, et Defro avait raison. Ce n'était pas un des leurs. Si impressionnante que fût la flottille du Mécarque, elle ne contenait rien d'aussi costaud. « C'est la dent noire » dit Uftak, avec ce qui, chez lui, s'approchait de l'émerveillement. C'était un monstrueux croiseur qui tue, hérissé d'artillerie et de batterie. Et là, sous la proue, les narguait un glyphe colossal, un crâne orc borgne avec les os croisés. C'est le vaisseau du capitaine Badruk. Le reste de sa bande affecta d'être dûment impressionné. Badruk était une légende d'envergure galactique, un flibustier aussi infâme que réputé, dont la présence en ce lieu était sans nul doute un signe favorable au Mécarque. En admettant bien sûr que Badruk fût venu à la demande du Mécarque. Sinon... Message du chef. Tous les nobs doivent rappliquer au marteau de Mork, tout de suite, brailla le techno, en faisant irruption sur la passerelle dans une bouffée de gaz d'échappement. Jadis, le bricolo favori du Mécarque avait, à cause d'une mutilation, ou par curiosité, remplacé ses jambes par un monocycle gyrostabilisé, ce qui le rendait bien plus véloce qu'un boy normal, mais particulièrement maladroit pour négocier les escaliers. Le marteau de Mork était le navire amiral du Mécarque, et le dit Mécarque ne convoquait ses nobs et chefs que s'il avait une annonce importante à faire, ou s'il voulait simplement tous leur hurler dessus. En tant que noble de fraîche date, Uftak n'avait encore jamais assisté à une telle réunion de la Wahag. Son poitrail s'enfla d'orgueil, et il tourna les talons en calant le marteau qui claque sur son épaule. « C'est bon, ça !» se réjouit-il, avant de rebrunir, comme saisi d'unité subite. « Attendez une minute, les casse-corques, ça va pas en marche arrière !» De fait, sa bande et lui-même étaient venus en appareil d'abordage, lesquels étaient encore incrustés dans la coque du vaisseau Zom. Le techno secoua la tête vigoureusement. Non, il n'y a qu'une vitesse, en avant toute. Alors, comment qu'on repart ?
s'enquit Uftak. À quoi bon être nob si on n'avait pas le privilège d'aller voir son chef pour l'entendre décréter ce qu'il fallait aller cogner? Le techno haussa les épaules. Les hommes ont tout le temps des navettes là dans leur trop nef. Y a qu'à en faucher une. Uftak le considéra d'un air soupçonneux. Tu sais en piloter? Ça peut pas être dur, si les hommes y arrivent, sourit le techno. La salle WAG du marteau de Mork était bondée d'orques tassés épaule contre épaule. Uftak reconnut quelques visages, une minorité seulement, car il y avait là tous les orques détenteurs d'une quelconque autorité au service du mécarque. Les goths taciturnes en noir jetaient des regards mauvais aux Blood Axes en treillis et aux Death Skull barbouillés de bleu, tandis que l'odeur de carburant des Evil Sons n'était pas complètement couverte, mais plutôt rendue davantage nauséeuse par la puanteur de crottin de squig émanant des Snake Bits. Or, l'assistance était à dominante noire et jaune, les couleurs des Bad Moons, le clan d'Uftak, mais aussi du mécarque lui-même. Ils étaient les plus rusés, les plus riches et les plus m'as-tu vus. Et ils étaient la principale raison de l'ascension aussi prompte qu'irrésistible de la Tech-Wag. Certes, les Evil Sons roulaient un peu vite, et les Blood Axes étaient un peu plus discrets. Mais il s'agissait d'aligner les meilleures armes. Les Bad Moons prévalaient. Cette foule d'orques entassés allait à coup sûr dégénérer en une baston générale, surtout avec les égaux présents. Uftak avisa le casque cornu et les multiples bannières dorsales de Drak, Gros Croc, chef de guerre goth. Le tas de plaques de récup dont était bardé Gournak Siku, le super pillard autoproclamé de Death School, et la masse de fourrure de la vipère, le Maxiboss Snakebite, dont le Squigooth, gargantuesque, était censément si gros qu'il occupait une soute de croiseurs à lui tout seul. Chacun de ces orques était capable de diriger sa propre Wahag, mais présentement, aucun ne faisait pire que bousculer mollement son voisin. Personne ne voulait finir comme vieux croc bousille-tonnerre, qui avait affronté le mécarque en duel et s'était retrouvé, en bref, éparpillé façon puzzle dans le marteau choc du dit mécarque. Il se racontait chez les boys qu'on en retrouvait encore parfois des bouts dans la soupe commune. Les corps retentirent, et une note cuivrée de défi conquérant, et tous se turent en tournant leur regard vers la lointaine estrade. Derrière elle, la cloison avait été partiellement convertie en une énorme effigie de Mork, ou peut-être Gork. Mais Uftak jugea que c'était Mork, laquelle se mit à bâiller en ouvrant largement la mâchoire inférieure. Les bouffées de vapeur et de fumée s'en dégagèrent. Elles masquèrent l'estrade, mais accentuèrent le rouge pénétrant des yeux de l'icône qui se trouvait juste sous le plafond. Puis une silhouette se dessina dans la pénombre et se révéla être la resplendissante méga armure noire et jaune du mécarque émergeant de la bouche d'un dieu. C'était une figure titanesque, sans même que cela tienne à l'armure. Uftak était à présent doté d'un corps si massif qu'il dépassait d'une tête la plupart de ses subalternes. Mais le mécarque l'aurait écrasé de sa taille s'il s'était trouvé côte à côte. Il faisait passer les orques ordinaires pour des grottes. Sa méga armure le rendait presque aussi large que haut. Et l'icône
de chef dorsal qui abordait ses glyphes et bannières personnelles ajoutait encore une dimension à son aspect dominateur. La moitié du crâne hypertrophié, qui abritait son énorme cerveau, était plaqué de métal. Il tenait le marteau-choc de la main gauche, et la droite disparaissait quelque part dans le gigantesque fatras de canons, de chargeurs et de circuits de refroidissement qui formaient son super flingue custom. Ok, écoutez tous! L'assemblée de nobs s'assagit sous l'effet de ce beuglement dissuasif. Uftak se tint le plus droit possible pour s'évertuer à montrer son visage, même s'il se trouvait loin du chef de guerre et que s'interposaient dans la foule d'autres orques, nantis d'armes et d'armures nettement plus spectaculaires. Il y avait chez le mécarque quelques qualités intangibles qui vous saisissaient à la gorge, focalisaient votre attention et vous persuadaient que cet orque en particulier savait où il allait, qu'il savait se couvrir de gloire et de renom. Faire une petite pause pour boire parce que j'ai la voix qui commence à partir. Et vous le voyez, ma voix commence à partir au fur et à mesure. Allez, on enchaîne. Les hommes appellent ce monde Héphaïsto, décrivit le mécarque de sa voix rocailleuse. Il y en a plein là-dessous. Les creuses, les queues, les seus. Ah, je sais pas le dire. Les seus en costume rouge, genre comme des Evil Sons, mais plus mous. L'assemblée des nobs se prit à rire, hormis les Evil Sons à présent, qui firent de leur mieux pour ne pas laisser paraître leur irritation. Ils ont sûrement déjà plein de matos intéressants, comme tous ces hommes-là, poursuivit le mécarque. Et normalement, je vous aurais tous envoyé pour tout piquer et tout tuer. Mais il y a un petit blême. Uftak jeta un coup d'œil en coin et lut sa propre confusion sur les autres faciès verts. Qu'est-ce qui pouvait bien poser blême à une wag aussi imposante? À moins que... Voyez, il y a déjà d'autres sales types dans le coin, précisa le mécarque. Et on pourrait les latter aussi. Ce serait comique. Mais pendant ce temps, les hommes pourraient se sauver et se seraient gâchés. Tous hochèrent la tête. Dans l'absolu, les hommes ne manquaient pas. Mais on n'avait jamais l'assurance d'en avoir sous la main quand l'envie de taper nous prenait. Donc, autant en profiter de ceux qui étaient là. J'en ai parlé à... La température tomba tout d'un coup dans la salle de la wag. Au point qu'Uftak vit son souffle se condenser, tandis que les fines vrilles de givre se formaient sur les cloisons. Les orques levèrent leurs armes, aussitôt prêts à affronter l'origine du phénomène, ou, faute de mieux, leurs semblables. La pression de l'air, elle, augmenta comme le sentit Uftak contre ses tympans. Il grommela, en secouant la tête pour essayer de dissiper cette sensation, mais elle persista jusqu'à ce que, floup, une bulle d'énergie enfla depuis l'extrémité de la salle opposée à celle de l'estrade où se tenait le mécarque, en chassant incidemment les vapeurs et la fumée de sorte que toute l'assistance put clairement voir. Captain Badruk, le plus grand captain flibustier de tous les temps, le héros de la guerre du Daka, le briseur de la Grande Garde, le pillard de Tanhotep. Il était splendide dans son manteau doublé de plomb. Son chef chauve, coiffé d'un bicorne grand comme un grotte bien nourri. Ses atours, bardés de médailles, prises à des commandants hommes défunts. Il s'appuyait nonchalamment sur son qui-coupe à la longue lame.
et sous son bras était calé le rafaleur, une arme aux munitions si radioactives que la simple présence dans une pièce était en soi un acte de guerre. Il était flanqué de 3 autres frimeurs qui le singeaient aussi fidèlement que possible en matière de costume et d'armement, mais sans pouvoir approcher son inimitable magnificence éhontément ostentatoire. Tapis derrière eux, un orc qui devait être Mogrok, un autre gros mécano Badmoon, désormais inféodé à Badruk, et qui était très certainement à l'origine de tous ses atouts technologiques. Pour la première fois de sa vie, Uftag Buzenoir contemplait un orc qui semblait aussi impressionnant que le Mekark. « Tada !» s'exclama Badruk, insouciant du fait qu'il venait de se téléporter en pleine assemblée de l'état-major de son rival, qui plus est à bord de son vaisseau amiral. Ce zig était incroyable. Le Mekark se tourna vers Badruk, dans un cliquetis métallique et un sifflement de piston. Il ne semblait nullement impressionné, mais il n'avait pas activé son super flingue, ni fait tournoyer la triple tête rotative de son marteau-choc. Aussi n'avait-il pas de risque imminent de violence. « Capitaine !» gronda Hulseigneur. « Je disais au gars comment qu'on allait faire une compétition amicale. »« Pour sûr !» s'enthousiasma Badruk, en souriant de toutes ses dents, trop nombreuses pour tenir dans une bouche normale. « Y a plein de butin pour tout le monde, je dis. »« Ok, mes gars, on prie de l'avance, mais ça vous fait du boulot en moins. On a dégagé quelques obstacles, ce genre de choses. Alors on va défoncer les hommes et prendre leur tech, déclara le Mekark. Et tes boys vont pas tirer dans le dos des miens, hein ? Je rebois un petit coup. Faudrait que je prenne un petit sirop tout à l'heure, parce que c'est pas possible là. Tant que les tiens nous tirent pas dedans en premier, lui, sourit Barduc. Ce serait une honte avec tous ces hommes à côté. Pile ce que je pense, convint le Mekark. Top là, approuva le capitaine Badruk. Le dernier qui chope les bons bidules nettoie l'enclos à Squig. Il claqua des doigts à l'intention de Mogrok. À l'instant d'après, la température retomba. Un crépitement d'énergie nimba les flibustiers l'espace d'une seconde, puis ils disparurent aussi subitement qu'ils étaient arrivés. Le Mekark s'adressa à ses nobs, en souriant d'un air aussi carnassier que le capitaine flibustier peu auparavant. « Descendez-y et débrouillez-vous pour pas que les boys de ce type prennent les bons trucs avant nous. Je crois qu'il y aura quelques accidents d'ici la fin de cette affaire. Alors visez les gars à Badruk chaque fois qu'il pourrait y avoir une erreur. Genre, quand ils sont entre vous et le butin, vu ?» Ulfstrak joignait sa voix au chœur approbateur des nobs, soucieux de souligner leur compréhension. Le Mekark se redressa de toute sa hauteur et aboya à plein poumon. « Bien, maintenant, descendez les poutrelles !» Et voilà, premier chapitre qui fait un petit 9 pages, 10 pages. C'est assez facile à lire puisqu'il n'y a pas de littérature assez compliquée. Les seuls trucs qui sont compliqués, c'est forcément les noms des objets et les noms des personnages qui sont des noms un petit peu inventés à la manière dialecte orc, mais forcément, ça fait partie du charme de ce livre-là, c'est-à-dire que les choses sont nommées à la manière des orques, à la manière dont les orques parlent. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de lire Russe Brutale. Les orques vont débarquer, puis faire une petite compétition de lootage pour savoir qui va looter le mieux et le plus vite. Et ils vont en profiter pour se tirer dans les pattes les uns les autres. C'était le premier chapitre de Russe Brutale de Mike Brooks.
Ce chapitre est disponible sur le site de la Warhammer Community. J'espère que vous avez kiffé. Je m'excuse encore pour ma mauvaise voix, puisque je suis malade. Donc peut-être que ça s'est bien entendu, je sais pas, la qualité du micro est pas forcément ouf. Mais bon, j'espère que vous avez pu profiter quand même de ce petit chapitre. Je vous dis à la prochaine, dès qu'il y a une nouvelle sur la Black Librairie, petite vidéo pour vous tenir au courant, comme vous en avez l'habitude. Allez, salut, à la prochaine.